J'ai envoyé un texto, la fête d'anniversaire de ma fille est samedi. Elle adorerait que la famille soit là. Ma mère a répondu, on est occupé. Ne nous attends pas, ma sœur a ajouté, elle est trop jeune pour s'en soucier de toute façon. J'ai simplement répondu, d'accord. Cet après-midi-là, les photos que nous avons postées leur ont fait regretter plus que tout de ne pas être venus. Vous savez, ces moments où vous réalisez que les gens que vous pensiez bienveillants ne le sont en fait pas. Pas parce qu'ils sont occupés ou distraits, mais simplement parce qu'ils ne veulent pas s'en préoccuper. C'est là que tout a commencé. C'est un silence étrange. Le genre qui ne crie pas, ne pleure pas, ne casse rien. Il se glisse simplement en vous et vous dit doucement qu'ils se sont déconnectés émotionnellement, peut-être pour de bon. J'avais toujours essayé d'être le pilier. Après le départ de mon père, c'était comme si un contrat tacite avait été signé, stipulant que je devais prendre le relais, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Ma mère s'est appuyée sur moi plus qu'elle ne l'avait probablement jamais fait avec mon père. Ma sœur Carrie n'a jamais eu d'emploi stable. Toujours entre deux projets, toujours en train de chercher sa voie. J'aidais là où je le pouvais. J'ai payé le loyer de ma mère pendant quelques mois quand le Covid a frappé. Je me suis porté garant pour un prêt pour Carrie, une chose que je regrette chaque jour. J'ai même payé l'opération d'urgence de son chien au printemps dernier, car elle allait le faire euthanasier si je ne le faisais pas. Je n'essayais pas de jouer les martyrs. Je pensais juste que c'était ce qu'on fait quand on est celui qui maintient la cohésion. Alors, quand le 3e anniversaire de ma fille est arrivé, je ne pensais pas que ce serait une demande excessive. Nous n'organisions pas une fête immense dans une salle louée avec 50 personnes et un magicien venu de Vegas. C'était une simple petite fête dans le jardin. Des cupcakes, un château gonflable que j'avais trouvé sur le bon coin, et une arche de ballon d'oral exploratrice qui m'a pris une heure entière à assembler tout en pestant à voix basse. Nous avions invité quelques amis de la garderie, mon copain Marc du travail qui a une fille du même âge, et nos voisins. Juste des gens bien. Rien d'extraordinaire. Je me disais que la famille voudrait venir. Non pas parce que c'était obligatoire, mais parce qu'elle est de leur sang, leur nièce, leur petite fille. Je pensais qu'ils voudraient être là pour lui sourire, la prendre dans leurs bras et peut-être, juste peut-être, l'aider à sentir qu'elle avait un village autour d'elle. Alors, j'ai envoyé un texto. La fête d'anniversaire de ma fille est samedi. Elle adorerait que la famille soit là. Pas de culpabilisation, pas de manipulation, juste une invitation chaleureuse. Ma mère a répondu plus tard dans la soirée, on est occupé. Ne nous attends pas, juste comme ça. 7 mots qui ont eu l'effet d'une porte qui claque. 1 minute plus tard, Carrie a écrit, elle est trop jeune pour s'en soucier de toute façon. Et celui-là m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis j'ai simplement répondu, d'accord. Et je n'ai plus envoyé de message. Je crois qu'une partie de moi s'y attendait d'une manière tordue. Elles avaient aussi manqué son 1er anniversaire. Mais à l'époque, c'était le mauvais temps. Pour son 2e, c'était la formation pour le nouveau travail de Carrie. Je me disais que ces excuses n'étaient qu'une question de mauvais timing. Mais cette fois, c'était la première fois qu'elle disait la vérité, intentionnellement ou non. Elle s'en fichait, tout simplement. Et je suis resté avec ça pendant un long moment. Mais voilà le truc. Quand on arrête d'attendre que les gens soient là pour nous, on commence à voir très clairement qui l'est vraiment. Ce soir-là, j'ai regardé ma fille courir dans le couloir avec une couverture sur la tête en prétendant être un fantôme. Et j'ai réalisé qu'elle ne ressentirait jamais ce silence que j'ai ressenti en grandissant. Pas de ma part. Pas dans ma maison. Alors j'ai pris une décision, une vraie. J'allais lui organiser la meilleure fête d'anniversaire dont elle pourrait jamais rêver. Non pas pour prouver quoi que ce soit à ma mère ou à ma sœur, mais parce qu'elle le méritait. Parce que ce petit être humain qui avait apporté plus de joie dans ma vie que quiconque devait savoir, le plus tôt possible, tu es célébré. Tu comptes. Et ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, aucun de nous ne l'a vu venir. Après ces textos, je ne leur ai plus adressé la parole. Pas de relance, pas de rappel, pas de pique passive-agressive, juste le silence. Je me suis concentré sur la seule chose qui comptait, elle. Il se passe quelque chose de bizarre quand on arrête d'attendre que les gens se manifestent. On arrête d'hésiter. On arrête d'essayer d'impressionner ou de convaincre qui que ce soit. Je n'organisais pas cette fête pour les applaudissements. Je ne le faisais pas pour le poster sur les réseaux ou pour prouver quoi que ce soit.
Je voulais juste que ma fille ressente de la joie. Pas le genre de joie qui vient des cadeaux ou du bruit, mais le genre où l'on regarde autour de soi et on se dit, c'est pour moi. Alors, je me suis mis au travail. J'ai commandé un kit d'arches de ballons arc-en-ciel en ligne. Et le temps que je finisse de tordre le dernier ballon, mes doigts étaient à vif. J'ai réservé une ferme pédagogique mobile d'une exploitation à 2 villes de là. Rien de fou, quelques lapins, une chèvre et un poney miniature nommé Pickles. J'ai loué une machine à pop-corn et j'ai trouvé une jeune femme qui travaillait comme princesse Disney le week-end. Elle a accepté de venir en réponse pendant 1 heure. Elle a apporté des paillettes, des autocollants et connaissait toutes les chansons. Chaque soir, après que ma fille se soit endormie, je planifiais. J'ai dessiné où tout irait dans le jardin, j'ai fait une playlist de ses chansons préférées et j'ai même préparé des sacs cadeaux avec des notes manuscrites pour chaque enfant. Pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que je voulais que ce soit attentionné. Et le jour J est enfin arrivé. C'était un de ces jours parfaits qui arrivent juste quand on en a besoin. Un ciel bleu, pas trop chaud, juste assez de brise pour faire flotter les bulles à travers le jardin. J'étais debout à 6 heures, fonctionnant au nerf et à la caféine, mettant tout en place. Marc est venu avec sa boîte à outils pour m'aider à accrocher les décorations et à réparer la table bancale que j'avais failli abandonner. Sa femme a apporté des chaises supplémentaires. Mon voisin nous a prêté une rallonge et est resté pour aider à installer le bar à boissons. À 11 heures, le jardin ressemblait à une scène de catalogue, mais pas guindé ou surfait, juste lumineux et plein de vie. Et quand elle est sortie et a tout vu, elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste arrêtée, a regardé autour d'elle, puis m'a regardé. Et à cette seconde, j'ai su que j'avais réussi. Elle n'a pas demandé où était mamie. Elle n'a pas demandé où était sa tante. Elle a juste couru droit vers le poney miniature comme si c'était la chose la plus normale au monde d'en avoir un dans son jardin. Le reste de la journée a ressemblé à un rêve dont je n'étais pas prêt à me réveiller. Des enfants qui criaient dans le château gonflable. La musique qui jouait depuis l'enceinte Bluetooth que j'avais calée sur une caisse de lait. Des parents qui discutaient, riaient, complimentaient l'installation. Un père m'a demandé combien l'organisateur de la fête avait facturé. J'ai ri et j'ai dit que l'organisateur avait des cernes et ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Quand réponse est arrivée, les enfants l'ont assailli. Ma fille s'est assise sur ses genoux comme si elle rencontrait la royauté, complètement émerveillée. Elles ont chanté ensemble. Une des mères a filmé toute la scène sur son téléphone et m'a envoyé la vidéo plus tard dans la nuit avec la légende « Elle s'en souviendra ». J'espère qu'elle s'en souviendra. À un moment donné, Marc m'a pris à part. Il a dit, tu sais, mec, cette fête, tu places la barre très haut pour nous tous. Ta fille a de la chance. De la chance. Ce mot m'a frappé en plein cœur parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'essayer de rattraper mon retard. Je n'avais pas l'impression de me démener pour réparer ce que les autres avaient cassé. Je construisais quelque chose, tranquillement, selon mes propres termes. Après que tout le monde soit parti, je me suis assis sur l'herbe dans la pénombre du soir pendant qu'elle faisait la sieste à l'étage. J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone. Il y en avait une d'elle soufflant sa bougie, les joues gonflées, les yeux écarquillés d'émerveillement. Une autre où elle tenait une barbe à papa plus grosse que son visage. Une où je la tenais dans mes bras et où elle riait si fort que sa tête était penchée en arrière. Je n'avais pas prévu de les poster, mais je l'ai fait. Juste 3 photos et une légende, elle ne se souviendra pas de tous ceux qui ne sont pas venus, mais elle se souviendra toujours à quel point elle était heureuse. Merci aux personnes qui ont rendu sa journée magique. J'ai cliqué sur « Publier », puis j'ai éteint mon téléphone pour la nuit. Parce que cette publication n'était pas pour elle. Pas vraiment. Mais je savais qu'elle la verrait. Et je savais au fond de moi que ça les dérangerait d'une manière que je n'aurais jamais pu atteindre avec des mots. J'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin. Rien. Pas de notification, pas d'appel manqué. Mais je n'avais pas besoin de réponse pour savoir que la publication avait touché sa cible. Ma mère consulte Facebook avant même de poser le pied par terre. Ma sœur vit en ligne. Elle l'avait vu. J'en étais certain. Ce n'est qu'en début d'après-midi que la première onde de choc m'est parvenue. Ma cousine Jenna, le genre de parente qui n'envoie des messages que lorsqu'un drame se prépare, m'a envoyé un message privé, ta mère a dit que tu ne les avais pas invités. Elle dit aux gens que tu les as exclus. Ça a été rapide. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, à fixer cette phrase.
Je pouvais presque entendre la voix de ma mère. Blessée, offensée, réécrivant complètement l'histoire. Pas un mot sur l'invitation, pas une mention des messages qu'elles avaient envoyés, juste une vague accusation lancée dans la conversation de groupe familial comme de l'essence sur un feu. J'ai fini par répondre, avec une seule phrase, je les ai invitées. Elles ont choisi de ne pas venir. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Ce n'était pas le cas. Le soir même, quelques autres noms sont apparus dans ma boîte de réception. Une grand-tante, un cousin au 2e degré dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis mon mariage. Tous curieux, inquiets, confus. L'une d'elles m'a dit qu'elle était désolée que la famille se dispute et que je devrais essayer d'en parler avec ma mère. Elle pleurait tout à l'heure. Bien sûr qu'elle pleurait. Il y a toujours des larmes quand l'attention lui échappe. C'est toujours à propos de sa blessure, pas de ce qui s'est réellement passé. Jamais de la décision. Toujours de la réaction. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. J'ai juste copié-collé la même phrase, je les ai invitées. Elles ont choisi de ne pas venir. Je l'ai envoyé 5 fois cette semaine-là. Puis le chantage affectif a commencé. 2 jours après la fête, ma mère m'a enfin envoyé un texto. Pas de bonjour. Pas de reconnaissance. Juste, j'ai vu les photos. Je ne m'attendais pas à ce que tu en fasses un spectacle. Un spectacle ? Ce mot m'est resté dans la tête pendant des heures. Comme si organiser un vrai anniversaire pour ma fille était une manœuvre désespérée pour attirer l'attention. Pas de l'amour, pas de l'effort, juste un show. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, Carrie m'a envoyé un message, tu m'as vraiment fait passer pour une merde avec ta publication. Tu sais, j'avais des trucs à faire. Tu aurais pu changer la date. Changer la date. Comme si je devais planifier l'anniversaire de ma fille en fonction de sa convenance. Comme si je lui devais ça. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. C'est là que les choses ont basculé. Le silence qu'elle m'avait offert avant la fête, je le leur ai rendu. Mais le mien avait des conséquences. Cette semaine-là, la facture des frais de scolarité de Carrie est arrivée dans ma boîte mail, comme toujours. Parce que je la payais discrètement, sans un merci, sans qu'elle ait jamais besoin de demander 2 fois. Je l'ai supprimée. Pas d'avertissement, pas d'explication. Le virement mensuel que j'envoyais à ma mère pour les urgences, disparu. Annulé. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe. Je les avais soutenus en silence pendant des années. Et au moment où je n'ai rien demandé de plus que leur présence, elles m'ont montré exactement ce que je valais pour elles. Alors, j'ai arrêté de payer pour des gens qui ne me valorisaient pas. Et le silence qui a suivi, il était différent. Il n'était pas agacé ou dédaigneux. Il était silencieux parce que, pour la première fois, elles réalisaient que je ne bluffais pas. Le silence après que je les ai coupés de ma vie n'était pas normal. Ce n'était pas de l'évitement. C'était de la préparation. Ma mère ne lâche jamais rien qu'elle ne peut pas contrôler. Et Carrie n'a jamais été capable de se taire quand elle pense perdre son public. Alors, quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu une semaine plus tard, j'ai répondu sans réfléchir. Ce n'était ni l'une ni l'autre. C'était le petit ami de Carrie, Brian. Ou peut-être Brandon. Je l'ai rencontré 2 fois. Un gars inoffensif. Ne parle pas beaucoup, sauf si elle a déjà commencé à crier. J'ai tout de suite senti qu'il était mal à l'aise. Il s'est lancé rapidement, comme s'il avait un script. Il a dit qu'il y avait eu une certaine confusion. Que Carrie se sentait très mal de la façon dont les choses s'étaient passées. Qu'elle avait essayé de me joindre. C'était faux. Et qu'ils organisaient une fête surprise pour ma fille. Quelque chose de simple ce week-end. Une 2e célébration d'anniversaire, juste avec la famille proche. Ils avaient déjà réservé une salle dans un restaurant de chaîne avec une aire de jeu. Des ballons. Un gâteau. Son nom sur l'une de ces bannières en plastique bon marché qu'on achète par paquet de 6. Et puis est venue la partie cruciale. On a déjà prévenu ta mère. Elle sera là. Quelques parents aussi. On espérait que toi et ta fille pourriez venir vers 2 heures. Ils ne nous invitaient pas. Ils nous tendaient un piège. Il ne s'agissait pas de ma fille. Il s'agissait de contrôle, de gestion de crise. Plus précisément, d'une séance photo. Un faux moment à parader pour prétendre que tout allait bien.
qu'il n'avait pas ignoré l'invitation initiale. Qu'il ne l'avait pas balayé d'un revers de main froid. Je n'ai pas dit non. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit que j'allais y réfléchir. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà fait d'autres plans. Ce samedi-là, j'ai réveillé ma fille tôt et je lui ai dit que nous partions à l'aventure. J'ai emballé ses collations préférées, pris son petit chapeau de soleil, et nous avons roulé jusqu'à une réserve animalière à 2 heures de là. Un endroit qu'elle me suppliait de visiter depuis des mois. Des girafes, des loutres, des singes, même une petite zone où l'on pouvait caresser des wallabies. Elle était au paradis. Nous avons passé tout l'après-midi à marcher sur les sentiers, main dans la main, et à nourrir les animaux, gloussant de manière incontrôlable chaque fois que quelque chose lui léchait les doigts. Personne d'autre n'était là, juste elle et moi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, elles étaient assises dans une salle de fête louée, entourées de ballons et de cadeaux bon marché, essayant d'expliquer à des parents confus pourquoi la reine de la fête n'était pas là. À 16h17, mon téléphone a vibré. Le premier message venait de Carrie, incroyable. Après tout ce qu'on a organisé. Puis, 5 minutes plus tard, tu as humilié maman. Elle pleurait. On essayait de réparer les choses. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Facebook. Ma fille sur mes épaules, tenant une petite gourde et pointant quelque chose au loin, avec une brique de jus dans l'autre main. La légende était un seul mot, inoubliable. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'effondrer de leur côté. 2 jours plus tard, ma tante, celle qui est toujours restée à l'écart des drames, m'a appelé. Elle était allée à la fête surprise. Elle a dit que c'était l'un des rassemblements familiaux les plus gênants auxquels elle ait jamais assisté. Les gens n'arrêtaient pas de demander où nous étions. Carrie a marmonné quelque chose à propos d'une mauvaise communication. Ma mère a dit à tout le monde que je refusais de lui pardonner et que j'avais changé depuis que j'avais de l'argent. Cette partie m'a pris par surprise. Je n'ai jamais rien étalé. Oui, j'ai commencé à gagner plus ces dernières années. Un meilleur travail, plus malin avec l'argent, mais je ne l'ai jamais utilisé pour me montrer supérieur. Je l'ai juste utilisé pour prendre soin des miens et, parfois, discrètement, pour prendre soin d'elles. Et c'est là que le rebondissement inattendu est arrivé. La même semaine, ma sœur m'a de nouveau envoyé un message, mais cette fois, il ne s'agissait pas de la fête. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider avec la caution d'un nouvel appartement. Apparemment, elle et son petit ami s'étaient séparés. Il était parti 2 jours après la fête ratée. Quelque chose à propos de la façon dont elle traitait les gens. À quel point il était épuisant de toujours devoir la défendre. Je n'ai pas eu toute l'histoire, mais je n'en avais pas besoin. Elle a terminé son message par « Je sais que les choses ont été tendues, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. » Juste cette fois. Je suis resté là, à regarder l'écran, puis j'ai fermé le message. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas rouvert. Parce que la différence, maintenant, c'est que je ne me sentais pas coupable. Elles avaient finalement construit quelque chose que je ne pouvais pas réparer. À la fin de cette semaine, mon silence avait officiellement fait basculer l'équilibre. Elles n'étaient plus simplement contrariées. Elles étaient secouées. Et quand des gens comme ma mère et Carrie sont secoués, ils commencent à chercher de l'aide rapidement. J'ai commencé à recevoir des textos étranges de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains prenaient juste des nouvelles, d'autres cherchaient manifestement à avoir ma version de l'histoire. L'un d'eux a même essayé de me faire culpabiliser en disant « Tu n'as qu'une seule mère, Adam. Tu regretteras de laisser l'orgueil gâcher ça. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas par mesquinerie. Je savais simplement exactement ce qui se passait. Elles paniquaient, perdaient le contrôle de l'histoire, essayant de reconstruire leur image à travers de vieilles alliances et des demi-vérités. Je les ai laissées s'embourber. Et puis est arrivé le visiteur inattendu. Un après-midi, je travaillais à la maison, écouteurs sur les oreilles, quand j'ai entendu la sonnette. J'ai vérifié la caméra. C'était mon oncle, le frère de mon père. Je ne l'avais pas vu depuis près de 4 ans. Il vivait dans un autre état, ne s'impliquait presque jamais dans les drames familiaux et semblait toujours orbiter juste assez loin du chaos pour rester neutre. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait conduit toute la nuit. Pas de bavardage, il a juste demandé si on pouvait s'asseoir. J'ai fait du café et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même que j'avais utilisée pour emballer les cadeaux de ma fille quelques semaines plus tôt.
Il n'a pas perdu de temps. Il a dit qu'il avait été à la fête surprise, celle que j'avais manquée. Il m'a dit que c'était un désastre. Les gens étaient venus en pensant que c'était une sorte de réconciliation, mais au lieu de cela, ça s'est transformé en un défilé de commentaires passifs-agressifs et d'accusations silencieuses. Apparemment, ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle avait le cœur brisé par la façon dont je la traitais. Carrie prétendait que je montais ma fille contre elle. À un moment donné, quelqu'un a demandé où j'étais, et personne n'avait de vraie réponse. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a essayé de dire que tu ne l'avais jamais invitée à la première fête. Que tout avait été fait à la dernière minute et que tu l'avais laissé de côté. Il a fait une pause, m'a regardé droit dans les yeux. Mais j'ai vu le texto, Adam. Sur son téléphone. L'original que tu as envoyé. Elle n'a pas réalisé qu'il était encore ouvert quand elle faisait défiler ses messages. Je l'ai vu, noir sur blanc. Tu l'as invitée. Elle ne voulait juste pas venir. Je n'ai rien dit. Il s'est adossé, m'observant. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu ne leur dois plus rien. Ça m'a frappé plus fort que prévu, car même si je le savais déjà, je n'avais entendu personne le dire à voix haute. Pas une seule fois. Tout le monde disait toujours des choses comme « mais c'est ta famille ». Ou « peut-être devrais-tu leur donner une autre chance ». Personne n'avait jamais simplement dit « tu ne leur dois rien ». Puis il a sorti quelque chose de la poche de son manteau et l'a fait glisser sur la table. C'était une photo, vieille, aux bords usés. Mon père me tenant dans ses bras, bébé. Je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai levé les yeux. Il m'a donné ça avant de partir. Il m'a dit de la garder. Il a dit qu'un jour, quand tu aurais compris qui tu es, tu comprendrais pourquoi il ne pouvait pas rester. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Je ne parle jamais de mon père. Il a disparu quand j'avais 7 ans. Pas de lettres, pas d'appel, juste parti. J'ai grandi en pensant qu'il s'était défilé parce qu'il était faible. Peut-être qu'il l'était. Mais à ce moment, en tenant cette photo, je me suis demandé s'il n'était pas parti parce qu'il avait vu exactement ce que cette famille me faisait subir maintenant, et qu'il ne voulait pas que cela le dévore entièrement. Mon oncle est parti ce soir-là. Il n'est pas resté longtemps. Il a juste dit qu'il pensait que je méritais la vérité et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, d'un vrai soutien, pas d'une culpabilité assortie de conditions, il serait là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nouveau message de Carrie, maman est à l'hôpital. Douleur à la poitrine. Tu devrais l'appeler. Pas de détails, pas d'émotion, juste ça. Et c'est là que la plupart des gens craqueraient. C'est là que la culpabilité entre en jeu et l'emporte sur tout le reste. Les années de négligence, la manipulation, les fausses fêtes, les mensonges. Mais pas cette fois. Parce que j'avais maintenant une vue d'ensemble. Je n'agissais plus sous le coup de la culpabilité. Je protégeais quelque chose. Ma fille, moi-même, notre paix. Alors, je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Pas du tout. Je n'ai pas appelé. J'ai lu le message de Carrie. Maman est à l'hôpital. Douleur à la poitrine. Tu devrais l'appeler. Et je l'ai fixé pendant un moment, attendant de ressentir quelque chose. Mais rien n'est venu. Pas de colère, pas de culpabilité. Juste une sorte de calme mental, comme si j'étais sorti d'une tempête dans laquelle je ne réalisais pas que j'étais depuis des années. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas demandé si c'était grave. J'ai continué ma journée, j'ai emmené ma fille au parc, j'ai fait les courses, je l'ai aidée à coller des paillettes sur une couronne en papier qu'elle avait faite sans autre raison que c'était mardi. Elle n'a rien senti d'anormal, car pour la première fois depuis longtemps, rien n'était anormal. Le lendemain, une cousine que je connais à peine m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était allée voir ma mère à l'hôpital. Que ce n'était pas mortel, juste une frayeur. Tension artérielle, stress, quelques tests, surveillance. Elle a mentionné que ma mère semblait émue et blessée que je ne sois pas venu. Elle a dit qu'elle avait pleuré quand mon nom avait été évoqué. Je n'ai rien dit. Puis, même pas 48 heures plus tard, Carrie a posté une photo. Quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran. Ma mère dans un lit d'hôpital, assise, sirotant un thé. Carrie à ses côtés, le bras autour de ses épaules. Toutes deux souriant légèrement, les visages composés comme pour une séance photo de famille.
La légende disait, la famille reste unie. Peu importe à quel point les choses sont brisées. Aucune mention de moi. Ce n'était pas nécessaire. Cette publication n'était pas pour obtenir du soutien. C'était une police d'assurance. Une attaque préventive contre l'histoire qu'elle pensait que je pourrais raconter. Elle plantait à nouveau le décor, se positionnant comme celle qui essaie, celle qui s'accroche, les blessés par mon orgueil. Mais voilà le truc. Je n'ai jamais raconté ma version de l'histoire. Pas une seule fois. Je n'ai pas envoyé de message aux parents. Je n'ai pas posté de capture d'écran. Je n'ai pas dit de mal. Je suis juste resté silencieux. Et dans ce silence, la vérité est devenue plus forte. Quelques jours de plus ont passé. Puis est venu le texto de ma mère. Il était long. Elle parlait de son séjour à l'hôpital, de la façon dont le stress l'avait affectée, de combien elle avait réfléchi, de comment son fils lui manquait, de comment elle souhaitait que les choses redeviennent comme avant. Elle n'a jamais dit « désolé ». Elle n'a jamais mentionné l'anniversaire. Elle n'a jamais admis qu'elle avait menti aux gens sur ce qui s'était passé ou qu'elle avait regardé Carrie essayer de rattraper leur erreur avec une fête que nous n'avions jamais demandée. À la place, elle a terminé par ceci, « Je veux juste retrouver ma famille ». Et cette phrase, celle-là, a tout rendu limpide. Ce n'est pas moi qui lui manquais. C'était la version de moi qui faisait ce qu'on lui disait, payait les factures, absorbait les insultes, se présentait quand elle ne le faisait pas. La version de moi qui maintenait la paix même quand elles allumaient l'incendie lui manquait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai réfléchi pendant une journée entière. Puis j'ai rouvert le message, tapé une seule ligne et appuyé sur « Envoyer ». Tu avais ta famille. Tu as décidé que je ne comptais pas, puis j'ai bloqué le numéro. Pas par colère, mais par finalité. Puis j'ai bloqué Carrie aussi, et tous ceux qui essayaient encore de me ramener dans le même cycle dont j'étais enfin sorti. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé la photo, celle que mon oncle m'avait donnée. Mon père me tenant dans ses bras, bébé. Il avait l'air fatigué dessus. Pas faible, juste fatigué, comme quelqu'un qui s'est battu trop longtemps dans un endroit où rien ne change jamais. Je ne sais pas pourquoi il est parti, mais je le comprends maintenant d'une manière que je ne comprenais pas avant. Et peut-être que c'était vraiment ça, le but de tout ça. Empêcher que ça se répète. Ma fille, elle pose encore des questions sur la famille parfois. Elle demande pourquoi mamie ne vient pas nous voir. Je lui dis la vérité, par bribes, d'une manière qu'elle peut comprendre. Que parfois, les gens disent qu'ils vous aiment mais ne le montrent pas. Et que quand on est grand, on n'aime pas les gens simplement parce qu'on est censé le faire. On aime les gens parce qu'ils sont là, qu'ils restent, et qu'ils essaient, même quand c'est difficile. Elle est jeune, mais elle comprend plus que je ne le pense. Et maintenant, notre vie est calme. Pas parfaite, mais réelle. Notre cercle est restreint. Des amis qui sont devenus une famille, des voisins qui se soucient de nous, des gens qui se présentent et qui le pensent vraiment. Pas de manipulation, pas de culpabilité. Et quand son anniversaire suivant est arrivé, elle n'a pas posé de questions sur elle. Elle a juste demandé si les girafes seraient de retour. Et elles l'étaient. Parce qu'elle ne se souvient pas de qui n'était pas là. Elle se souvient de ce qui comptait. Et moi aussi. Cela fait un peu plus d'1 an depuis cet anniversaire. Les messages ont cessé. Les appels, même les tentatives de culpabilisation, ont fini par s'estomper. Pas de drame, juste l'absence et la paix. Ma fille a commencé la maternelle ce printemps. La première semaine, elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Elle parle sans arrêt des tortues de mer, des bâtons de colle et d'un garçon nommé Nolan qui lui a donné un caillou. Son monde est simple et sûr. Elle ne demande plus de nouvelles de ma mère ou de Carrie. Parfois, je me demande si elle se souvient même d'elle. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, juste un mot à l'intérieur, il est décédé en janvier. Il gardait la photo de toi près de son lit. Il m'a fallu 1 minute pour réaliser de qui il s'agissait. Mon père. Je ne l'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Pas d'adieu, pas de conclusion, juste parti. J'avais l'habitude de penser qu'il avait disparu parce qu'il s'en fichait. Maintenant, je pense qu'il est peut-être parti parce qu'il ne pouvait plus continuer à faire comme si c'était normal. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée. Ce soir-là, j'ai regardé ma fille dormir. Des paillettes sur la joue, un livre sur les tortues à côté d'elle.
J'ai regardé sa chambre, pleine de chaleur, de lumière et d'amour. Pas de vide, pas de tension, juste la vie que j'ai construite à partir de rien. Elle ne me manque plus. C'est la personne que je pensais qu'elles étaient censées être qui me manque. Et c'est différent. Aujourd'hui, les gens qui sont là sont ceux qui comptent. Les amis, les voisins, ceux qui aident à porter les tables et qui restent pour balayer les confettis. Pas parfait, juste présent. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est ça, la famille, maintenant.